Et merci d'être fidèle au podcast Librement Linux. Et oui, c'est un nouveau numéro après le numéro de l'horreur. J'espère qu'il vous aura fait frémir. Oh, un petit peu quand même. En tout cas, Librement Linux, c'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français d'un texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513v3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui je suis accompagné de la team et notamment de Steve de la chaîne YouTube 513v3. Salut Steve. Hey, salut tout le monde, en plus de ça je suis dans un KGV, vous entendez ça? C'est trop fort. Ah ouais, on n'entend pas d'écho tout ça, ta voix elle est suave. Ouais, Il s'occupe du site internet numetopia.fr et de temps en temps il joue à Mario le plombier, vous savez, c'est le Tux masqué, salut. Salut. Merci à Enrique de Webbeat Music pour la musique, les jingles, tout ça. Et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et nous sommes le dimanche 12 novembre 2023, il est 21h04. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas, voilà, nous ça va bien. On a la frite et on va commencer avec des news et notamment le billet de Steve. Vous savez, Steve, c'est celui qui fait un super billet, tout ça. Puis il attend également vos messages vocaux. Hello tout le monde, alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. Et c'est vrai, nous comptons sur vous. Steve compte sur vous. N'hésitez pas à nous laisser vos messages. Et Steve, tu vas nous faire un billet sur C'était mieux avant. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Ah oui, il faut que tu démarres ton Windows avant. L'intro elle est magique, s'il n'y a pas à dire. Ok. En fait, c'est pas facile d'aborder des sujets parce que c'est vrai, je me creuse la tête toutes les semaines. D'ailleurs, c'est vrai, quand on regarde un petit peu, je vous ai déjà parlé des raisons pour ne pas passer sur Linux. Je vous ai parlé des communautés toxiques. Je vous ai parlé d'une distribution nord-coréenne avec un flingue sur la tempe, rappelez-vous. J'ai abordé même les problèmes du sexisme et même des dangers qui sont liés à l'intelligence artificielle il y a même pas une semaine. Alors finalement, j'ai pris mon sac à dos et j'ai pris le large. Et j'ai été consulter le vieux man Shaolin dans le fond de mon jardin. Et il avait pas d'idée, finalement. Après, c'est vrai. Ouais, je sais, tu me voyais partir bien loin, mais non, je n'ai pas été si loin que ça. Après, c'est vrai, on pourrait tourner en boucle à propos de Linux, blablabla, l'open source, etc. On pourrait très bien aussi parler de la philosophie, comme moi j'appelle Kumbaya, qui dit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil tout plein, et même Maurice, lui, avec sa tête d'ahuri, il est gentil. Tiens, d'ailleurs, on va tous, en plus de ça, se faire un méga câlin, un sujet-là, autour du feu, et même avec une guitare à la main, tiens. Allez hop, c'est parti. Non, Maurice, ça c'est pas de la guitare, pardon. Alors si tu veux bien me faire plaisir, tu vas me ranger mon chibrolata en te remerciant, merci. Alors après je me suis dit, non. En fait, à vrai dire, on est quand même hyper loin de l'état d'esprit justement Kumbaya dont je parlais juste avant. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de cette fameuse hype d'antan? C'était l'époque des balbutiements de l'internet, donc ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, Cédric, ça nous parle. On monopolisait la ligne téléphonique de la maison qui était connectée avec notre modem 56K par exemple. Il y avait justement deux teams, enfin en tout cas pour aussi loin que je me souvienne. Il y avait ceux qui passaient leur temps à foutre la merde dans ce qu'on appelait à l'époque les prémices du chat avec les chatrooms de Yahoo et de AOL, si vous vous rappelez. Et d'ailleurs, j'en faisais partie de ces gars-là qui foutaient la merde. Et alors, ou alors on faisait partie de l'autre team, c'était ceux qui restaient figés devant l'écran comme une plante à contempler les pixels qui commençaient à prendre forme devant pendant de longues minutes, devant la photo de Jenna Jameson. Parce qu'on
Et là, vous êtes tous en train de rire et en fait, vous êtes en train de sourire parce que vous vous rappelez surtout qui est Jenna Jameson. Ouais, je suis pas sûr que les plus jeunes d'entre nous le savent. Enfin voilà. Et là aussi, je vous avoue franchement, je faisais partie aussi de cette team, à vrai dire, tout en naturellement encourant le risque de se faire prendre en flag le chibrolata en la main gauche et le sopalin de la main droite. Et à cette époque, on vivait vraiment des révolutions jour après jour. Rappelez-vous, il y avait Napster qui remplissait ce qu'on appelait les iPods. On avait Emule qui nous mettait approximativement 3 jours pour télécharger notre film préféré, qui était à l'époque, je vous rappelle, plus ou moins 700 gigas. Enfin, voilà. Pour ma part, moi, je vous avoue... 700 mégas, tu veux dire 700 mégas, pardon. Oui, c'est vrai, c'est pas giga, autant pour moi, tu vois, je confonds même tellement qu'en fin de compte, ça paraît tellement ridicule, les 700 mégas aujourd'hui, tu vois. Enfin, on t'a le reposte sur l'écran quand on l'affichait dans le lecteur. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, voilà, pour ma part, moi... Je me rappelle un 007 qui était très sexy. Téléchargé sur Emule, justement. Un 007 très sexy. C'était un film de cul qui était téléchargé à la place. Ah ouais? Ah ouais. C'est vrai qu'il y avait ça sur une limite. Tu téléchargeais un film et tu te retrouvais avec un film de boule à la place. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais ça va. Contre mauvais fortune bon cœur, on gardait quand même le film de cul à l'époque quand même. Quoi. Enfin, bon, pour ma part. Les enfants, j'ai un film à vous proposer ce soir. C'est ça, quoi. Bon, attends, je termine quand même ma petite phraseounette. Attends. Enfin bon, pour ma part, moi, sur le coup, et pour ça justement, c'est bien que vous avez fait la petite virgule à propos justement de votre fameux film 007. Emule m'a surtout permis d'élargir mon catalogue un peu plus si vous voyez ce que je veux dire, en découvrant justement la catégorie Granny. Rien que d'y penser, quoi. Oh non. Quoi, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Enfin, c'était justement à l'époque l'internet qu'on appelait, et je le mets entre guillemets naturellement, anonyme. Car les seules personnes susceptibles de tracer nos activités, c'était soit notre mère, bien évidemment, ou notre compagne, qui était un peu trop possessive. Je sais de quoi je parle. Alors oui, c'est vrai. On est d'accord. Windows 95 et non, j'ai pas envie de dire 95 plantait approximativement en moyenne toutes les 45 minutes. C'est vrai. Mais au moins, on avait le loisir de ne pas se sentir épié à ce point, fliqué, poussé à la consommation, avec tous ces relevés de télémétrie pour en fait finalement nous dire mais ça c'est bon pour vous, ça. Mais oui, bande de... Oh pardon, je suis en train de déraper. Il y avait cette espèce de promesse d'un monde connecté, relié, rapproché, un partage de nos ressources numériques au profit de l'homme finalement. Le prolongement logique, intellectuel, sous forme numérique cette fois-ci. Je trouve que j'ai bien écrit cette phrase. Wow. Enfin, je continue. 30 ans plus tard, le monde numérique dans lequel nous évoluons est bien loin de ce qu'on voulait en faire. Ah ouais, alors oui, bien sûr, il dessert l'homme, ça c'est vrai. Enfin, un homme, au détriment des autres hommes, malheureusement, c'est ça le problème. Le monde numérique d'aujourd'hui, il est dirigé, il est surveillé. On nous autorise à mesurer la taille de nos tubs ou de créer l'illusion de briller, enfin en tout cas de faire briller les minables. Et naturellement, au détriment pour pouvoir éteindre les autres. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants en prennent le contrôle. Enfin, c'est pas non plus une surprise, tout bien réfléchi quand on y pense, parce que, comme tous les tyrans, pour que le tyran puisse conserver son pouvoir, il convient que le peuple soit soumis. Alors, cette phrase, elle est pas de moi non plus, je sais qu'elle est très belle, mais depuis l'Antiquité, plus on laisse le peuple dans la non-connaissance ou la non-conscience, plus il est facile d'en faire ce qu'on en veut. Car le peuple décérébré ne se relèvera alors plus que pour du pain, et non pour des valeurs. Et là, je vous fais une petite référence justement à votre révolution française, mes amis français. Alors, je terminerai juste par une question. Pour combattre l'idiocratie ascendante ou même pour protéger nos enfants de tout ce dégueulis d'informations, c'est où qu'on a merdé finalement ? Alors voilà. Je vous laisse avec cette question. Et surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez justement en tout cas une bonne réponse à m'apporter, ça demande vraiment pas mal de réflexion et pourquoi pas justement donner une suite à ce billet d'humeur. Voilà, en vous remerciant tous. Merci Steve. Où est-ce qu'on a merdé ? En fait, c'est depuis que le pouvoir, la bureaucratie s'est mêlée du fonctionnement d'Internet, tout compte fait, parce qu'avant c'était un outil que cet outil n'intéressait personne, et du moment où le gouvernement s'est intéressé, c'est commencé à partir en live, j'ai l'impression. Moi je dirais que c'est depuis le moment où les grosses entreprises se sont dit on va faire plein de blé avec du merchandising, de la publicité et des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que la pub aussi, ouais.
Ouais. Bon, on n'a pas merdé que dans ça. Là, on a merdé aussi sur le côté un peu laissé aller. C'est-à-dire que finalement, là aussi, c'est un truc que justement, c'est certainement peut-être un autre sujet à un de ces 4 matins, c'est la dépense de ressources et d'énergie pour en tout cas nous empêcher de pouvoir accéder à l'information comme on voudrait l'avoir. Et finalement, concentrer tous ces efforts et toutes ces ressources sur des choses qui sont complètement inutiles à nos yeux. On voudrait tellement qu'en réalité, nos enfants puissent aller complètement safe pour aller sur Internet et ne pas justement être sous la proie d'un prédateur ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça qui me dérange énormément aussi, tu vois. Oui, mais peut-être parce qu'on s'est dit, les États et les grosses entreprises se sont dit plutôt que de laisser les parents faire l'éducation de leurs enfants et l'accompagnement de leurs enfants, et c'est le cadre qui est fixé dans le cadre familial, on va essayer d'imposer, parce que c'est toujours mieux d'imposer nos points de vue et nos produits, plutôt que de laisser les gens libres. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Enfin voilà, je vous ai déposé ça là, le petit pâté, et on en fait ce qu'on en veut. Hein. Et j'invite tous nos auditeurs à nous poster leurs réflexions sur le répondeur de Steve, pour qu'on puisse réagir. Ouais. Et si vous avez aussi des commentaires et tout ça, faut pas hésiter. Ouais. Voilà, en vous remerciant. Ouais. C'était mieux avant. Les autoroutes de l'information, c'était ça Internet. Les autoroutes de l'information. Ouais. Maintenant, c'est les autoroutes du divertissement. À l'époque, c'était une université, c'était les universitaires qui mettaient Internet en place, qui géraient ça. Maintenant, c'est les GAFAM. Voilà. Le divertissement a pris le dessus et c'est devenu, c'est là où c'est plus maîtrisable. Je pense que le problème est là. Parce que tout compte fait, Internet aujourd'hui, c'est concentré sur les GAFAM, Facebook, Twitter, etc. Avant, il y avait beaucoup plus de diversité. Il y avait les sites web personnels. Donc, j'ai envie de dire, à chaque fois que quelqu'un voulait poster, il créait un site à part entière. Donc, il y avait beaucoup plus d'informations qu'aujourd'hui, il n'en a. Parce qu'aujourd'hui, tout est concentré et linéarisé, tout compte fait. Sauf que c'est devenu aujourd'hui un truc linéaire, mais un torchon. Qu'avant, il y avait une multitude d'informations, mais un petit peu disparates. Et voilà, il y a une multitude d'informations et chacun était libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, tout est centralisé auprès de quelques grosses entreprises qui appliquent leur propre modération, si on peut appeler ça de la modération. Leurs propres règles. Leurs propres règles, parce qu'il n'y a pas forcément de modération, justement. Mais par contre, ça, ils se permettent de censurer des sujets qui ne les intéressent pas. On voit par exemple sur Twitter, Musk, il y a un journaliste qui dit des mal dessus, pof, allez, on bloque. Il peut plus parler. Voilà. Mais... Tiens, j'avais une question par rapport à ça, justement, par rapport à ton site Numétopia. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Parce que c'est vrai que tu fais un peu partie de cette espèce de petite communauté de vaillants petits Gaulois qui en fin de compte résistent à l'envahisseur d'une certaine manière, puisque justement tu restes indépendant, alors que tu as les autres sites d'information qui eux sont sous la joute de tel ou tel. Comment tu fais pour résister à tout ça, toi? Je le fais par passion, parce que en fait tout Numétopia, c'est une aventure qui est partie du fait que en France, il n'y a pas beaucoup de sites français, francophones, qui parlent de Linux et de logiciels libres librement. Oui. Et donc moi je me suis dit entre les alors à la base je faisais pas beaucoup d'actualités, je faisais plutôt des guides, et en fait les guides qu'on trouvait en français c'était soit des guides traduits par un Google Translate ou autre, mis en français, donc avec un français plus ou moins compréhensible, et surtout des trucs qui dataient des débuts d'Internet et pas remis à jour avec les distributions actuellement utilisées et tout ça. Je me suis dit moi je vais me lancer là-dedans, et puis je tiens mon indépendance, donc je fais ça sur mon temps libre, mais sans attente de revenus de nulle part, pour justement rester libre et pas faire des billets ou des trucs par rapport à des annonceurs, des sponsors, des trucs comme ça. Donc je dis ce que je veux, comme je veux, et puis voilà. Après, je cherche pas non plus, je fais pas la course à l'audimat. Je fais pas plus de publicité de ça sur mon site. De mon site, je vais pas sur les réseaux sociaux pour dire allez venez chez moi, ou faire des partenariats pour avoir des liens sur d'autres sites, tout ça. Donc on me trouve. Généralement les gens sont plutôt, les retours que j'ai, c'est plutôt satisfait, en disant que la formation était utile, que c'était plaisant de lire ça, un truc en français, et en bon français. Du moins j'essaye, et voilà. Et c'est comme ça que, et en fait il n'y a pas beaucoup de concurrence en francophone. Après sur les sites anglais, il y en a pléthore. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Bon, ton billet, tu vois, mérite beaucoup plus que 5 minutes normalement. Voilà, on est déjà à 15 minutes. Bon, bref, c'est pas grave. On va enchaîner sur l'actualité si vous voulez bien.
Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et c'est le Tux qui va nous parler encore une loi de sécurité. Oui, alors bon, vous vous souvenez, on en a parlé longuement, on a eu en France un truc qui s'appelait la loi SRN pour sécuriser et réguler l'espace numérique français. Après, il y a pas très longtemps, c'était début octobre, Darmanin qui voulait qu'on mette des portes dérobées dans les messageries chiffrées. Pour pouvoir accéder à nos messages. Et ben alors là maintenant c'est plus en France mais c'est en Europe que ça se passe. En fait la Commission européenne est en train de travailler sur une révision du règlement européen appelé EIDAS pour Electronic Identification and Trust Service qui vise à réguler l'espace numérique et le trafic internet en Europe. Et donc à l'occasion de cette révision-là, avant qui est encore en discussion, elle n'est pas encore votée et je crois qu'elle n'est même pas encore passée au gouvernement, pour l'instant c'est qu'un projet, bien, il y a 335 spécialistes et chercheurs et ONG d'une trentaine de pays qui s'inquiètent de cette dernière mouture parce que elle va changer, elle veut changer le comportement, la manière dont les certificats de sécurité sont inclus dans les navigateurs internet. Alors, la lettre ouverte, il y a eu une lettre ouverte, une lettre ouverte et une déclaration commune où tous ces spécialistes et chercheurs et ONG s'inquiètent et avertissent que le texte actuellement discuté ne respecte pas le droit à la vie privée des internautes, qu'il, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne favoriserait pas la sécurité des communications en ligne, et pire, il permettrait au gouvernement européen de surveiller leurs propres citoyens et résidents en Union européenne. En effet, le texte permettrait à n'importe quel État membre d'imposer des certificats de sécurité aux navigateurs. Alors, Cédric, je crois que tu connais un peu le sujet et que tu pourras nous dire un peu comment fonctionne, à quoi servent ces certificats dans les navigateurs et pourquoi ça permettrait la surveillance de masse. Oui. En fait, ça rejoint la problématique qu'on a également dans les discussions privées avec les serveurs de messagerie qu'on connaît, un Signal, WhatsApp, etc., où vous n'êtes plus du tout maître du certificat. Là, la problématique est un peu plus large. C'est-à-dire que le site Internet a toujours son propre certificat. Donc, entre vous et le serveur, c'est bien chiffré et vous avez envie de dire, vous êtes tous les deux à avoir un certificat pour pouvoir échanger correctement. Mais en fait, ce certificat, lui, est chapeauté par un autre certificat qui est le certificat d'autorité qui permet en fait de valider les certificats en circulation. Et le problème, c'est que là, ce certificat d'autorité permettrait également de prendre la main sur le chiffrement. Ce qui fait que tu n'aurais pas besoin du certificat du serveur. Le certificat d'autorité suffirait lui également à déchiffrer les échanges numériques. Alors c'est pas pour afficher le contenu du page où là ça craint un peu, c'est là où vous allez commencer à saisir des informations privées, personnelles, ou qui n'ont pas lieu à être vues par d'autres personnes. Et donc, si moi j'ai un certificat qui permet de voir le contenu, ce que vous êtes en train d'échanger avec une autre personne, ça craint du boudin, quoi. Tu seras plus en sécurité. Tu auras un semblant de sécurité en disant oui, vous êtes en HTTPS, mais quelqu'un qui a le certificat maître pourra le lire. Alors, ce quelqu'un, aujourd'hui, c'est identifié par le navigateur, par le gouvernement. Ah, là, ça commence à être embêtant. Mais imaginons qu'une de ces entités se fasse poutrer, et ça peut arriver, ne dites jamais au grand jamais, ça n'arrivera pas, ça arrivera, et les pirates pourront également avoir ce type de certificat pour pouvoir également intercepter le contenu. Et même pire que ça, en plus d'intercepter, pourra également modifier le contenu, vu qu'ils auront les certificats pour pouvoir rechiffrer le message. Donc vous recevrez quelque chose qui sera peut-être pas fourni par le serveur, mais simplement fourni par le pirate qui sera au milieu. Dans le cadre d'une démocratie, on peut se dire les gouvernements ils vont peut-être pas s'amuser à nous espionner, mais dans un État totalitaire, là c'est encore plus inquiétant. Alors à notre niveau en français, c'est vrai que ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est ah mince, j'ai pas déclaré la piscine. Ah punaise, maintenant le gouvernement utilise Google pour voir s'il y a des piscines. Voilà, c'est à ce niveau-là, tu vois, où ça nous dérange. C'est vrai que on a la possibilité de critiquer les gens, on a le droit de faire des blagues sur les nazis et le prépuce de certaines personnes. Ah non, ça on n'a pas le droit. On se fait virer après. Voilà. On n'est pas tout à fait dans un pays de liberté et on veut nous enlever encore un peu plus de liberté. Voilà. Vous avez lu 1984 de George Orwell ? Je connais
n'avez que la pub à la télé. Ah, vous n'avez pas, non, parce que c'est bon. Il y a aussi le film qui est sorti justement en 84. Non, mais c'est Big Brother, quoi. Ça peut, ça vous parle. Voilà, c'est bon. Bienvenue dans l'époque de Big Brother. C'est ça, public c'est ça. Européen. C'est ça. Et moi, les personnes qui me disent je n'ai rien à cacher, enfin, j'aime bien le dire, il n'y a pas de souci. Montre-moi ta liste des mails, tes mails que tu as reçus, il y a pas de souci. Je vais me faire un petit plaisir, là. Voilà. Bon, bref, c'est un gros problème. Et alors, ce soir, je vais pas faire d'aparté là-dessus. Mais donc, il y a le gouvernement là, enfin, l'Europe qui nous fait des siennes, mais également les navigateurs, les éditeurs, notamment Google, vont créer des nouveaux protocoles ou des nouvelles façons de certifier les pages qui s'affichent. Et comment on va dire, ça va pas être que pour notre bien. Voilà, ça pue un peu. Ouais. Et je voulais dire, Steve, cette fois, t'es concerné aussi. Là, c'est pas que les Français, là, c'est les Européens. Quoi, tu parles pour les navigateurs? Oui, ça, oui, je pense bien. Non, pas pour les navigateurs, pour le loi. Certificat et la loi qui est en train de discuter. Mais en fait, tu vois, je suis en train de me tenir la tête depuis 2 minutes. Je crois que je vais rester dans mon KGB là, mais je crois que je vais me déconnecter définitivement. On retourne à IRC, hein. C'était pas mal IRC tout compte fait. Non, mais moi je sais pas, mais vous vous souvenez pas, peut-être que quand on était enfant, on communiquait avec des yaourts. Ouais. Moi je dis qu'on va revenir à ça. c'est une bonne manière de communiquer. Finalement, si t'as pas un lien sur la ligne, sur la ficelle, à moins qu'on fasse un nœud sur la ficelle, ouais, ça peut peut-être. Je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Il y a une tête de nœud. Ah non, c'est pas la même chose. Pardon, non, désolé. C'est la même chose. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a 64. Alors, justement, en parlant de certificat, de surveillance, machin, le TUX, le mondeinformatique.fr nous parle également de surveillance en entreprise. Ouais, cette fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, ces 2 derniers mois, la CNIL a rendu au moins 10 décisions dans le cadre de procédures de sanctions simplifiées, qui est une procédure qui a été mise en place en 2022, pour sanctionner plusieurs manquements au RGPD, et avec des amendes allant de 5 000 à 15 000 euros. Alors, parmi les sujets sanctionnés, il y en a 2 qui ressortent particulièrement, ce sont la géolocalisation des véhicules de salariés et la vidéosurveillance des collaborateurs. Sur le premier sujet, la CNIL rappelle que l'enregistrement en continu de données de géolocalisation sans possibilité pour les salariés d'arrêter ou de suspendre le dispositif sur le temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et au droit à la vie privée des salariés. Sur le deuxième sujet, elle rappelle que la prévention des accidents du travail et la constitution d'une preuve ne justifient pas la mise en œuvre de vidéosurveillance en continu sur les postes de travail. Dans ces conditions, les données à caractère personnel issues du système de surveillance n'apparaissent ni adéquates ni pertinentes. Et elle ajoute que la surveillance permanente des salariés est, sauf exception, disproportionnée au regard des finalités poursuivies. Bref, plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de te dire. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les salariés, hein, je peux pas le nier, quoi. Mais encore une fois, il y a le mec, il y a les gamins qui regardent des émissions de télé-réalité avec des mecs qui sont là, H24 filmés, tu vois ce que je veux dire? Et, j'ai du mal. J'ai énormément de mal, vraiment, par rapport à tout ça. Après, c'est une bonne chose, hein, le fait de pouvoir justement garder, de sanctionner les entreprises qui exagèrent un peu par rapport à tout ça, c'est une très très bonne chose, vraiment. Là, on parle des entreprises qui surveillent leurs salariés. On n'est pas sur la sphère publique mais enfin, où les gens qui consentent à se faire filmer pour être je veux bien ce que tu veux dire, etc. Mais sur le coup, j'ai un peu du mal quand même, quoi. J'ai un peu du mal que, en fin de compte, on en fasse, waouh, c'est super, la CNIL a fait un effort par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu du mal par rapport à ça. Maintenant, je sais pas comment ça se passe, en tout cas, ce que représente vraiment, en tout cas, cet organisme par rapport à la France et nous par rapport à la Belgique aussi, mais j'ai un peu du mal, vraiment, de dire waouh, super, on fait un effort. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on en est à surveiller par vidéosurveillance H24 ou H7 heures des salariés. Il y a un moment, c'est soit tu fais confiance à ton salarié, et j'espère, et a priori c'est pas le cas, que normalement les entreprises ont des indicateurs autres que la vidéosurveillance qui permettent de voir si son salarié est productif ou pas.
Enfin, vous Bah non, souvenez tu vois, pas... nous c'est pas ça. Nous c'est pas ça en fait le problème. C'est qu'en Belgique malheureusement, je crois qu'ils s'en battent vraiment les reins et qu'ils filment H24. Ils s'en foutent complètement. Tu vas dans une usine ou quoi, ou tu sais, je sais pas, une maison de production, n'importe quoi. Quand je dis une production, tu sais, je sais pas, une sidérurgie ou je sais pas trop bien quoi. Tu as des cams partout. Tous les angles sont filmés. Donc fatalement, quand tu as un ouvrier ou un employé qui est en train de faire peut-être une petite blague avec son pote ou quoi, ou de sortir son GSM pour répondre à sa femme, des trucs comme ça, bim bim, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça que il y a peut-être un fossé entre justement ce qui se passe chez vous en France avec la CNIL et ce qui se passe en Belgique, je pense. Tu vois, c'est ça que je dis, waouh, bof. Non, mais voilà. il y a surtout, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais, au moment du confinement, les entreprises avaient mis en place des outils pour s'assurer que les salariés en télétravail travaillaient bien en mettant, il fallait qu'ils aient une webcam, qu'ils soient devant, putain. qu'ils bougent et tout ça. Il y a certaines entreprises pour fliquer justement que les salariés étaient bien à travailler et pas à faire autre chose. Ils avaient demandé à ce qu'ils aient des webcams et qu'ils puissent les surveiller. Bon, ça avait été déjà à l'époque dénoncé et retoqué par la CNIL, mais voilà, où on en est quand même, c'est assez grave, quoi, je pense. Je vais vous donner un exemple vite fait pour ne pas non plus trop m'attarder. Quand ma femme fait du télétravail, si vous voulez, en fait, elle utilise naturellement, bien évidemment, le PC qui est fourni par la société. Eh bien, si en fin de compte, sa souris n'est pas active, ou si son PC n'est pas actif, ou on parle de secondes, hein, on parle pas de minutes, hein, on parle de secondes. Le PC se met automatiquement en mode lock, donc tu dois réintroduire ton user, réintroduire ton mot de passe, mais à partir de ce moment-là, ça voudra dire qu'il aura fait un décompte en disant « Ah, désolé, t'as pas fait tes heures ». Tu vois ce que je veux dire? Faut mettre un tapis vibrant sous la souris, comme ça elle est tout le temps en activité. Ouais, t'inquiète, on a trouvé plein de trucs, hein, t'inquiète pas. On avait regardé sur internet pour trouver des trucs. Pour vraiment vous donner un exemple de ce que ça nous semble tellement bête et un peu logique, puisque finalement on baigne là-dedans, et que c'est vrai que vous avez effectivement des avancées sur la liberté qui est proposée par la CNIL. Donc bien, mais j'ai un peu, voilà. Ouais, quand tu trouves dommage qu'on soit obligé d'avoir une autorité qui régule ça, ouais. Alors que naturellement on ne devrait pas le faire. Ça, et en même temps, nous on a des syndicats qui devraient peut-être, alors à ce moment-là aussi, peut-être s'inspirer énormément de ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, malheureusement, ils se battent un peu pour tout et n'importe quoi. Donc voilà quoi. Nos syndicats n'ont pas les mêmes priorités manifestement. Voilà. Ouais, c'est dommage. Très bien. Bon, après c'est de la politique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On pourrait parler d'horreur aussi. Microsoft, c'est un anniversaire et un bug. Ouais, Microsoft. Bon, alors, l'anniversaire, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un truc qui s'appelle le patch SUSD. Le patch SUSD, c'est un truc qui a 20 ans cette semaine et qui, à la base, avait été mis en place par Microsoft et en suivant 4 principes. Prévisibilité, tous les seconds mardis de chaque mois. Simplicité et agilité pour la mise en place des mises à jour. Et enfin, transparence. Bon, on en parle tout à l'heure parce que derrière cet anniversaire, il y a aussi un bug. Microsoft, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais ils ont un service mail qui s'appelle Outlook.com. Et depuis le début de la semaine, les utilisateurs de ce service, certains, pas tous, ne peuvent plus envoyer de pièces jointes. C'est un peu dommage. Alors, Microsoft le patch Tuesday. Ouais, non, ouais, justement. Alors, il faut attendre le patch pour corriger qui corrigera le problème. Mais en attendant, ils proposent un contournement et pour contourner le truc, ils proposent d'utiliser OneDrive, leur cloud de ça, et de joindre au mail le lien du OneDrive. J'hallucine, mais j'hallucine. C'est génial. Alors que ça fait un an que je me tue aux gens en disant les mails, c'est pas pour envoyer des pièces jointes, vous mettez ça dans Nextcloud et vous joignez le lien vers cette pièce jointe. Ah ouais, mais tu comprends pas, c'est compliqué tout ça. Maintenant que Microsoft le dit, peut-être que ce sera moins compliqué. Ouais, sauf que Microsoft, eux, ils font de leur solution OneDrive, hein. Ils parlent pas d'un cloud, donc général. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Ça se trouve, c'était voulu. Ça se trouve, c'est une action commerciale, en fait. Ouais. C'est ce que je me pose. C'est la question que je me pose. C'est en quelle proportion c'est pas voulu pour inciter leurs utilisateurs, les utilisateurs à utiliser leur cloud et à prendre de l'espace de stockage chez eux. Ah, c'est même plus que l'espace de stockage. C'est pousser les fichiers pour que Microsoft puisse faire de l'intelligence artificielle dessus, par exemple. Ouais, sauf que le OneDrive personnel, gratuit,
il est vraiment limité par rapport à ce que tu as proposé. t'as à peine, t'as pas grand-chose. T'as 5 gigas à peine. Ouais. Et dans les 5 gigas, tu comprends les mails, les photos et les fichiers que tu vas rajouter. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que propose Google. Google, c'est 15 gigas de gratuit. Après, tu payes la suite. Alors par contre, iCloud, je sais plus. Et alors, imagine sur Nextcloud, c'est 200 gigas. Hein. Alors, imagine en plus de ça que t'es crétin comme moi, c'est-à-dire qu'en réalité, le OneDrive, si en fin de compte tu l'actives par défaut, parce que malheureusement t'as fait une installation Windows comme un con, comme moi par exemple, eh bien ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce que t'as sur ton bureau, tes icônes, etc., tes folders sont par défaut aussi sur ton OneDrive. Alors bien évidemment, qu'est-ce que t'as fait ? Tu viens de télécharger justement le dernier catalogue Granny. Et donc ça veut dire qu'en fin de compte, tu viens de gonfler d'un coup sans t'en rendre compte justement presque ah non, désolé, on peut pas télécharger l'entièreté de ton catalogue Granny, petit bonhomme, parce qu'en fin de compte, t'étais limité à 5 gigas et t'as déjà tout rempli. Tu vois ce que je veux dire ? Donc rassure-moi, ton OneDrive, il est partagé avec ta femme. Non mais si je peux pas te dire parce que si ma femme écoute après je me fais flinguer. Et tu sais que tu peux désactiver le OneDrive sur Windows. Oui je sais, mais quand tu sais pas et comme je veux dire quand tu le découvres par toi-même tu dis quand tu fais l'installation en rentrant ton mail exactement. Microsoft et automatiquement c'est ça. Alors, exactement. Voilà. Mais imagine les gens le savent pas systématiquement, tu vois, donc les utilisateurs le font, ils font l'installation t'inquiète et bim quoi, tu vois. Donc alors moi j'ai plutôt des utilisateurs qui m'appellent, qui me disent oh je comprends pas, j'ai des alertes Microsoft qui me disent que mon stockage il est plein, pourtant j'ai rien dessus. Je dis bah oui mais c'est pas votre stockage, votre disque dur, c'est le OneDrive qui est plein en fait. Exactement. Donc, déconnectez-vous du OneDrive et comme ça vous aurez plus d'alerte. Mais surtout ne payez pas les 25 € par mois pour avoir 50 gigas quoi. En plus. Quoi, je sais pas combien ça coûte, hein. Je dis 25, ça peut être 30, je sais pas 50, non plus, mais de toute façon j'ai pas regardé. Du grand app quoi. Voilà, mais surtout ne rentrez pas dans c'est le 10 € par mois et vous avez 200 gigas. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans le cloud non plus. Oui. Après, c'est triste. Firefox, il proposait un service, mais il a disparu, qui permettait d'envoyer des fichiers, des liens vers des fichiers qui stockaient. Mais ils l'ont arrêté. Ouais. Dommage. Bon, il en existe d'autres. Bon. Ça existe toujours WeTransfer ? Oui, malheureusement. Oui, WeTransfer, ça existe toujours, oui, bien sûr. Je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps, donc oui. Quoique, attends, checker. Si, je te confirme, ça existe. Ouais, ok. On aurait pu mettre ça comme virgule tout compte fait, hein. Halloween. Bon, un peu, on va se calmer un peu cette fois-ci. On va parler de Steam Deck 2, Steve. Non, c'est pas moi qui dois parler de ça. Ouais, non, si. Bon, en fait, c'est moi qui en parle, mais après Steve va nous en dire plus. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais Valve a sorti une nouvelle Steam Deck. Bon. Mais c'est pas la Steam Deck 2. Non, c'est juste une Steam Deck un peu rafraîchie avec un nouvel écran OLED, un nouveau APU. Vous savez ce que c'est un APU ? C'est le processeur graphique intégré. Oui, c'est le GPU. Voilà, c'est un GPU intégré à un CPU. D'accord. Une batterie un peu plus costaud et plein d'autres nouveautés. Mais ce n'est pas une Steam Deck 2. Et d'ailleurs, ils ont précisé que en fait, il allait bien y avoir une Steam Deck 2 dans le futur, d'ici 2 ou 3 ans. Alors, je crois que Steve, toi, tu as enquêté sur la question et que tu as plein de choses à nous révéler sur cette future Steam Deck. Ah oui, j'ai des trucs de fou malade à vous raconter, mais j'ai fait une recherche, mais genre... Non, en fait, Valve confirme effectivement le lancement prochainement d'une Steam Deck 2. Putain, ça, c'est du mal à le dire, ça. Mais on a en plus de ça une idée approximativement de la date. Et alors, juste pour être sûr certain que les auditeurs vont rester jusqu'à la fin du petit billet, je le dis pas tout de suite. Alors, en fait... 2025 en fait... Alors oui, effectivement, c'est comme le disait justement le Tux, hein, en fait, ils ont sorti ici dernièrement la Steam Deck version OLED. On aurait très bien pu penser que c'était la Steam Deck 2, mais que nenni. Donc en fait, la firme de Gabe Newell planche déjà effectivement sérieusement sur l'idée d'un Steam Deck 2. Et ça, c'est une information qui est officielle puisqu'elle émane directement du product designer de Steam Deck, c'est-à-dire c'est Lawrence Young. Ouais, c'est un mec que je connais, donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, il m'a dit « Nous sommes très investis dans le Steam Deck ». Voilà ce qu'il a dit. Et voilà, quoi. C'est un chouette gars, vraiment. Alors, pour le moment, bien sûr, on peut rien... En fait, il n'y a pas plus de détails. Très sincèrement, en fait, c'est plus du blabla qu'autre chose. Hein. A priori, en fait, ce qui se passait, c'est que les équipes qui étaient justement en train de plancher sur le refresh de la version du Steam Deck avec la version OLED, le rafraîchissement de la batterie, etc., le nouvel APU intégré, en fait, cette même équipe va seulement maintenant
plancher plus sérieusement sur l'élaboration naturellement du Steam Deck 2. Donc ça veut dire que il distille comme ça les informations au fur et à mesure. Donc voilà, sans plus. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que maintenant qu'en fin de compte on a des infos, est-ce que ça voudrait dire qu'en réalité on pourrait éventuellement soit cette fois-ci se pencher sur la Steam Deck version OLED ou garder la version LCD? Ou est-ce qu'on doit éventuellement peut-être investir un peu plus et aller sur la Rogue Ally d'Asus? Est-ce qu'on devrait peut-être éventuellement regarder un peu la Lenovo Legion qui en fin de compte est quelque chose d'assez prometteur? Bon, je vais vous répondre. Moi, j'ai pas la réponse vraiment, mais tout ce que je peux vous dire, c'est faire de un toute façon. X-Files. Voilà. En fait, la Steam Deck 2, elle sera pas disponible avant. C'est pas 2025, c'est même peut-être pas 2026. Et donc, ça voudrait dire qu'en fin de compte, on aura certainement peut-être une petite idée d'ici 2027. Voilà. Donc, en gros, est-ce qu'il faut investir encore aujourd'hui en fin 2023 pour les cadeaux de Noël? Ouais, franchement, ouais. Écoute, ouais, quoi. Si voilà. on doit attendre au moins 3 ans pour avoir un nouveau truc. Clairement. Acheter un Lego, ça coûte moins cher. Oui, par contre, c'est vrai, des Lego, c'est chouette aussi. On peut passer des heures aussi dessus. Il y a des beaux Star Wars en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. On fera peut-être un billet Star Wars, non, je plaisante. Allez, on va parler tout de suite des sorties de la semaine avec le Tux. Librement Linux, les sorties de la semaine. Vas-y, le Tux, Audacity, LXQT, BleachBit, Fedora 39, GIMP, n'en ajoutez pas, j'en ai plus. Voilà, bon, donc premier de la liste, Audacity 3.4.1 maintenant, je crois, parce qu'il y a eu un petit... Oui, patch correctif. Un petit patch correctif. Donc une nouvelle version d'Audacity, mais qui est assez orientée MAO. Donc MAO, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est musique assistée par ordinateur. En effet, là, cette nouvelle version, elle prévoit une nouvelle vue, une vue musique, qui facilite l'alignement des clips sur le tempo ou le rythme d'un projet. Autre chose aussi qui pourrait intéresser pour les icônes et autres, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est incluse dedans maintenant qui s'appelle time stretching, donc qui vise à allonger une fonctionnalité qui permet d'allonger ou de raccourcir la durée d'un clip en l'accélérant ou en ralentissant sa lecture, sans pour autant en modifier la hauteur, le pitch. C'est-à-dire qu'on n'a pas un effet on a une hauteur qui reste constante. Et a priori, les programmeurs de Audacity annoncent que il est formidable leur outil, il est bien meilleur que ce que proposent des solutions commerciales. Chacun jugera en le testant. Sinon, il y a aussi une nouvelle fenêtre d'export qui gagne un peu plus en cohérence. Avant, on avait un export vers Opus, Wave et tout ça. Maintenant, on n'a qu'une seule fenêtre qui inclut tous les paramètres qui changent en fonction du format de sortie choisi. D'ailleurs, dans les formats de sortie choisis, le format Opus, maintenant, avant, il fallait rajouter la bibliothèque FFmpeg qui permettait de le faire, etc. Maintenant, c'est fini, ça, c'est directement inclus. Autre modification en vrac et pas forcément exhaustif, le join stéréo pour l'export des fichiers MP3, la logique de collage copier-coller simplifiée et l'amélioration de la gestion des pistes stéréo qui maintenant sont automatiquement synchronisées en début et en fin pour les canaux droite et gauche. Voilà pour Audacity. Ouais. LXQT 1.4. LXQT 1.4, j'ai pas grand chose à en dire. Il y a plein de nouveautés et tout ça, donc c'est un environnement de bureau, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est ultra léger. Et LXQT 1.4 passe à Qt 5.15, qui est une version LTS, et la dernière version LTS en Qt5. BleachBit 4.6, BleachBit 4.6, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Je vais rien dire, je vais te laisser parler. Alors, BleachBit 4.6, je vois ce que tu voulais dire. Jeu de mots. C'est un CC Cleaner, une sorte de CC Cleaner open source disponible sous Linux initialement et qui existe bien entendu maintenant sous Windows et sous Mac. Une base de registre sous Linux? Non, c'est pour le nettoyage de tout ce qui est cache, log, etc. Voilà, cette partie-là de CC Cleaner, ça touche pas au registre. Et bon, il y a plein de nouveautés, mais sous Linux, il y a quelques petites nouveautés qui pourraient intéresser certains, qui est la prise en charge de Microsoft Edge.
Alors, vous me dire, qui est assez con pour pas être Microsoft Edge sous Linux? Mais Ah oui, je me et a disais, c'est priori- Edge. Oui, d'accord, le navigateur. Ouais, j'ai eu un doute aussi. Ouais, j'ai eu un doute. Ouais. Ouais, mais si, a priori, il y en a certains qui l'utilisent. Donc, eux, ils ont décidé de prendre en charge et nettoyer les caches, les formulaires, patati patata. Ça prend aussi maintenant en charge le nettoyage des caches et des fichiers de Firefox et Thunderbird installés au format Flatpak, ainsi que Google Chrome. Et pour Firefox, pareil, s'il est installé au format Snap. Voilà, bon. Je vous invite à tester BlitchBit, c'est un petit utilitaire assez sympathique pour faire du nettoyage. Fedora 39, principale nouveauté, c'est GNOME 45. Alors, faut savoir, Fedora 39, elle est sortie avec beaucoup de retard. En fait, elle a été annoncée autour du 20 octobre, et la veille de sa sortie, ils se sont rendus compte d'un bug qui impactait son fonctionnement sur Raspberry Pi. Et donc, c'est pour ça que ça a été sorti à la mi-novembre, quasiment la mi-novembre. Cédric, je crois que tu l'as testé, Fedora 39. Oui, mise à jour début de la semaine dernière. Donc, je vous conseille, j'étais resté sur un serveur X pour différentes problématiques que je rencontrais. Il y a de moins en moins d'applications qui sont compatibles, donc basculer sur du Wayland. Voilà, c'est forte recommandation. Après, il y a 2-3 trucs esthétiques. En tout cas, c'est plus des trucs esthétiques que j'ai vus, notamment le bouton, le raccourci pour aller dans les applications, etc. A été un petit peu modifié. C'est un peu déroutant. Il y a des positionnements dans le gestionnaire de fichiers, par exemple. La progression de la copie des fichiers. N'attendez plus à voir le camembert là qui tourne à droite. Maintenant, il est carrément à gauche. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été modifiés. Il tourne, hein, j'ai pas eu de gros plantages, de gros soucis. Ne faites pas mumus par contre avec les kernels, mais ça j'ai envie de dire, ça vaut cette information, cet avertissement est valable pour toutes les distributions. Voilà, parce que j'ai eu un problème, mon dossier boot était trop court et j'avais trop de kernels en stock et j'en ai un petit peu trop enlevé. Voilà, bon, ça c'était la blague, voilà. Mais autrement, non, il fonctionne très bien. Alors je l'ai pas poussé non plus dans ses retranchements. Hein. Je fais du montage vidéo avec Adobe Live, de l'OBS, du Audacity, et puis du surf avec Firefox. Donc voilà. Et puis j'ouvre des fenêtres terminales. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça marche bien. Allez. Et dernière sortie, je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne l'ai pas testé, j'ai vaguement vu les release notes, mais j'ai rien trouvé de transcendant, c'est l'annonce de la sortie de GIMP de 10.36. On attend toujours la version 3. Très bien, attendons la version 3. Allez, on passe tout de suite à la météo. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Allez, très rapidement, vous savez, vous avez tous des NAS, hein, ils s'appellent Synology ou QNAP. Malheureusement, les NAS ne sont pas forcément des boîtiers ultra sécurisés, parce qu'ils incluent des applications tiers, ils incluent des gestions de droits qui peuvent être sensibles sur certains trucs. Et quand il y a des failles, quand on vous annonce des failles sur des applications tiers comme Apache, Tomcat, etc., forcément, Synology ou QNAP a également des failles en pagaille. Alors là, en l'occurrence, c'est Synology, il a une drôle de petite faille. Alors cette faille a fait couler beaucoup d'encre, et quand on consulte cette faille, on se rend compte qu'elle est très difficilement exploitable. Il faut être déjà logué sur le NAS pour pouvoir la mettre en œuvre, et en fait, elle touche uniquement la génération des mots de passe pour les administrateurs. Bon, mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous dire, que ce soit QNAP, Synology ou autre, ne publiez pas les NAS, s'il vous plaît. Laissez-les bien à la maison, derrière un VPN et sans accès. Ça marchera bien. Ça marchera bien comme ça. Je voulais vous parler également, mais très rapidement, d'une exploitation des Looney Tunables sur Linux. La problématique est la suivante, c'est que les Looney Tunables, c'est des... alors attendez que je reprenne mes notes parce que c'est un peu tordu, mais c'est super exploité. Donc c'est une CVE qui est apparue en 2023 et c'est des failles de sécurité qui sont appelées comme ça Looney Tunables. Sauf qu'il y a un malware, lui, qui s'appelle Kinsing et qui s'appuie dessus. Voilà. Et qu'est-ce qui vise? Non, pas le PC de monsieur et madame tout le monde, les environnements de cloud. Ah ouais, c'est beaucoup plus marrant. Vous savez, ceux qui sont chez Azure, AWS ou Google. Voilà. Donc, ce malware est connu pour pirater donc les systèmes cloud et déployer des logiciels de
Minage de crypto-monnaie. Voilà. Il fait également, il s'attaque aux services qui sont proposés et notamment tout ce qui est framework PHP, PHP Unit, pour en obtenir l'accès et exploiter encore d'autres vulnérabilités, notamment pour élever les privilèges, donc faire ce qu'on veut sur la machine, être d'un seul coup en route. Les chercheurs ont également constaté que les attaques cherchaient également à obtenir des identifiants de fournisseurs de servers cloud. Donc en fait, ça scanne tous les fichiers pour voir s'il n'y a pas des credentials, des logins mots de passe ou des clés pour pouvoir accéder à d'autres environnements. J'adore. Je vous ai parlé tout à l'heure de Apache et de Tomcat. Alors Apache HTTPD, donc c'est le service qui vous fournit des pages web, et Tomcat, lui, il va lire des fichiers Java pour vous générer des pages. Donc on a d'un côté un service web et de l'autre ce qu'on appelle de l'application web orientée Java. Ces deux-là ont reçu a été annoncé une problématique de sécurité sur l'accès en HTTP. Concrètement, quand vous vous connectez avec un navigateur, c'est ça l'accès HTTP. Et cet accès HTTP, forcément le serveur Apache HTTP là, et Tomcat également. Et cette problématique, c'est que ça peut faire tomber un site, parce qu'on peut exploiter une faille qui permet de bombarder le site internet, et également faire un débordement de piles pour pouvoir outrepasser les sécurités qu'il y a dessus. Un petit bijou. Donc mettez à jour tout ça. Mettez à jour. Voilà. J'ai fini pour la météo sécurité et on va pouvoir passer tout de suite, enfin, le dossier qui devait sortir il y a un an. Oui. On va parler le combat de Flatpak et Snap et voir d'autres gestionnaires de fichiers. Le jingle, s'il te plaît. Librement Linux, le dossier. Steve, le Tux, est-ce que vous savez ce que c'est Flatpak et Snap ? Alors Snap, c'est pas le groupe de musique, hein. Oh, I Get the Power. Zut, hein. Oh, j'étais dessus, là, j'étais en train de dîner sur ma chaise. Non. C'est deux nouveaux, plus si nouveaux que ça, mais deux nouveaux formats de paquets qui sont agnostiques à la distribution. Oui, agnostique pour ceux qui auraient du mal à contextualiser, c'est-à-dire qu'ils sont pas dépendants du système de la distribution et des systèmes de librairies, etc., qui sont installés dans votre distribution. C'est des paquets qui embarquent tout ce qu'il faut dans le paquet pour fonctionner. Donc les librairies, alors initialement, peut-être que tu vas nous en parler, oui. Mais initialement, quand on a installé un paquet deb ou un paquet RPM et tout ça, on a installé des dépendances. Ces dépendances-là, ce sont les librairies pour faire fonctionner l'application. Donc on avait le corps de l'application d'un côté et les librairies sur lesquelles il s'appuyait, qui étaient installées en fonction des besoins. C'est ça. Alors justement, je vais faire un zoom là-dessus. En effet, quand vous installez une application, vous avez l'application en elle-même avec son interface graphique et ça s'appuie sur d'autres librairies. Par exemple, pour accéder au réseau ou pour accéder aux fichiers, ça va s'appuyer sur des bibliothèques qui existent déjà. On va éviter de réinventer la roue. Et donc, ces bibliothèques sont également stockées sur votre ordinateur et c'est ce qu'on appelle les dépendances. Vous pouvez peut-être le voir de temps en temps si vous utilisez justement des gestionnaires, une Logitech. Quand vous passez par la Logitech et que vous dites, voilà, je veux avoir Audacity en version paquet, il va vous dire, voilà, je vais m'appuyer sur telle et telle bibliothèque. Donc, c'est ça les dépendances. Et évidemment, si deux programmes appellent le même fichier de bibliothèque, ça tombe bien. S'il y en a un qui l'installe, l'autre va pouvoir s'appuyer dessus pour se lancer. À l'inverse, et c'est là où les problèmes ont commencé, c'est qu'il y a des applications qui respectent la version qui est distribuée dans le système d'exploitation, mais il y a d'autres applications, le développeur est un petit peu en avance de phase, ou parce qu'il n'exploite pas forcément votre distribution à vous, mais il utilise une autre distribution où les bibliothèques sont mises à jour de manière plus récurrente. Donc il va compiler son projet et il va dire, voilà, je vous mets à disposition le programme, et quand vous allez vouloir l'installer, ça va faire référence à une bibliothèque qui n'est pas installée sur votre PC, parce que votre PC aura déjà cette bibliothèque, mais une version précédente. Et là, il y a conflit de versions. Donc est apparu en effet Flatpak et Snap. Pour terminer, la bibliothèque, la Logitech qui est installée sur votre ordinateur est gérée par un gestionnaire de paquets qui s'appelle APT ou Yum ou DNF ou consort. Voilà.
Est-ce Et que donc- le truc, donc, vas-y, Flatpak et Snap, qu'est-ce que, donc ça a Donc, répondu à cette problématique? Donc ça a répondu à cette problématique en disant finalement on va encapsuler dans le même paquet les librairies qui sont nécessaires au fonctionnement du logiciel. Par contre, ça a un désavantage. Ce désavantage, c'est que ça fait grossir considérablement les paquets. Parce que imaginons qu'on s'appuie sur une bibliothèque GNOME pour tout ce qui est affichage, on va embarquer GNOME quasiment en complet dans son paquet. Donc ça fait un petit paquet qui pourrait installer en dev ou en RPM, il ferait une centaine de mégas. En Flatpak, il pourrait monter à 1 giga. Par contre, au-delà de ces désavantages, ça a aussi des inconvénients, ça a aussi un avantage, ces deux formats-là. Ces formats-là, ils travaillent dans ce qu'on appelle une sandbox. Vous savez ce que c'est une sandbox ? J'ai une petite idée, Steve. J'ai ma petite idée aussi, mais avec mes propres termes, je crois que j'aurais énormément de mal à pouvoir l'expliquer. Mais oui, je vois très bien en fait cette espèce de petite création de virtualisation, si j'ai bien compris, en tout cas d'environnement pour pouvoir lancer l'application. C'est bien Voilà, ça. en fait, on traduit ça par bac à sable, mais en fait, c'est l'environnement est isolé. C'est-à-dire que derrière, s'il y a un virus dans l'application, il ne va pas contaminer le système. Et vice-versa, s'il y a un virus dans le système, il ne va pas pouvoir s'attaquer à l'application. Donc après, il y a des astuces pour pouvoir faire communiquer ces applications-là avec le reste du système. Plus ou moins, ça marche plus ou moins bien, parce que d'ailleurs, on voit qu'on utilise des navigateurs web avec des extensions qui font appel à d'autres ressources du système, la communication ne passe pas et ces extensions ne marchent pas. Mais d'un point de vue global, ça améliore la sécurité du système. Mais c'est un inconvénient parce que moi je me rappelle au tout début quand j'utilisais des applications qui étaient sandboxées, je comprenais pas pourquoi, notamment Audacity, je comprenais pas pourquoi Audacity m'empêchait d'accéder ailleurs que dans mon home. Je comprenais pas pourquoi il voyait pas le reste. Et c'est vrai que ça peut être frustrant. Alors ça peut être frustrant. Alors après, il y a en fait derrière ce fonctionnement de sandbox vient une notion de droit. En fait, toutes ces applications, le développeur donne des droits d'accès à certaines parties du système et pas à d'autres. Donc, en effet, certains ont décidé de brider l'accès aux fichiers uniquement de sa partition home, pas au reste du système. Ce qui peut poser problème quand on a une partition data, on ne pourrait pas accéder. Donc derrière, pour Flatpak, il y a un utilitaire qui est très simple et graphique qui s'appelle FlatStyle, qui permet de modifier ces droits donnés par défaut par les développeurs pour les ajuster à son système. Sur Snap, il existe aussi des moyens de le faire. Alors Snap, c'est un peu limité à Ubuntu aujourd'hui, puisque c'est eux qui sont derrière ce format-là. Mais dans le Ubuntu Software, il y a des moyens d'ajuster les permissions d'un paquet Snap. Et pourquoi justement avoir deux systèmes Flatpak et Snap? Parce qu'a priori, ça a l'air de fonctionner de la même manière. Alors oui, ça c'est parce que Flatpak, alors je sais pas quel est le premier des deux qui est arrivé, mais grosso modo, Flatpak c'est un format qui est communautaire. Il y a plusieurs gros sponsors derrière, dont GNOME, dont Red Hat, qui portent ce format-là, mais ça reste complètement open source, communautaire et pas attaché à une entreprise commerciale, alors que Snap, c'est rattaché ça a été développé et on est dépendant pour la partie gestion, mise à disposition des paquets de Canonical, donc la société qui est derrière Ubuntu. Et puis les deux se font un peu la guerre parce qu'ils font en effet la même chose. Alors pas tout à fait parce que on disait Flatpak vs Snap. Snap a quand même des inconvénients qui fait qu'aujourd'hui une bonne part de la communauté a du mal à passer au Snap malgré les efforts de Canonical pour le pousser, ce format-là. Dans les défauts, il y a sa lenteur d'exécution. Quand on lance une application, elle met du temps à démarrer. Elle est plus lente que si c'était natif dans l'OS. Tout à fait, plus lente que si c'était natif dans l'OS, et donc aussi plus lente qu'un Flatpak. Un Flatpak n'a quasiment pas de différence avec un natif en termes d'exécution. Il y a un magasin d'applications également pour Flatpak et Snap, c'est ça? Alors, le magasin d'applications Snap, c'est le Snap Store ou le site, c'est le Snap Craft, je crois. Oui. Voilà, donc qui est entièrement maintenu par Canonical. Et on n'a pas le choix, on est obligé de passer par celui-là. Pour Flatpak, c'est un peu différent. Alors, il y a un gros qui s'appelle le FlatHub qui aujourd'hui fédère à peu près tous les paquets,
qui est maintenu par la communauté, mais chacun peut mettre en place son propre dépôt Flatpak pour distribuer ce logiciel sans passer par le FlatHub. En fait, le FlatHub reprend un peu le format Flatpak reprend un peu la logique qu'on a pour les dépôts, que ce soit sur Fedora, Debian, Enco, où chacun peut monter son propre dépôt pour distribuer ses paquets. Après, il suffit juste de les rajouter comme source de paquets. D'accord. Par contre, ce sont pas tous les éditeurs qui font des Flatpak et des Snap, alors que j'ai l'impression de tout retrouver dedans. Alors en fait, non, chacun fait le choix de distribuer ses paquets comme ils veulent. Il y en a certains qui ont fait le choix de les distribuer que en DEP, que en RPM, que... Mais ce que je veux dire, c'est on retrouve des fois dans Flatpak ou dans Snap des applications qui justement, ce ne sont pas forcément les éditeurs qui ont fait cette Alors version-là. voilà, non, tout à fait. Chacun peut compiler une version Flatpak et la mettre à disposition si l'éditeur ne met à disposition le code source sans forcément mettre à disposition le paquet. D'ailleurs, beaucoup de logiciels, on les retrouve dans ces deux formats-là. Par contre, on n'est pas sûr que... si, on n'est pas sûr. Pas forcément mise à disposition par les éditeurs. Dans le FlatHub et dans le Snap, en fait, on a toujours une indication de qui est-ce qui a mis le paquet en place. Si c'est l'éditeur, si c'est Canonical pour le Snap, ou si c'est la communauté qui l'a mis pour le Flatpak. Steve, tu voulais poser une question ? Ouais, moi j'ai une question parce que fatalement c'est un univers que j'ai eu énormément de mal à apprivoiser et je l'ai encore beaucoup en tout cas à l'heure actuelle. Moi ce que je constate quand je fais par exemple mes tests sur des nouvelles distributions, tu as effectivement ta Logitech qui est dédiée à ta distribution qui te propose effectivement, je donne un exemple tout con qui est peut-être fictif en même temps, Steam. Voilà, je vais installer par défaut Steam. Steam soit il te le propose, soit effectivement comme étant une application entre guillemets native qui est disponible depuis la distribution, soit en fin de compte, il a le petit menu déroulant qui dit depuis le FlatHub, donc via Flatpak. Lequel des deux, alors à ce moment-là, est le plus judicieux à choisir ? Je dirais qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. En l'occurrence, il y a quelques années, je recommandais plutôt d'installer la version native parce que, comme on l'expliquait plus tôt, il y a cette version, le fait que ça soit dans une setbox. Alors c'est pas natif, c'est packagé en paquet. Oui, voilà. Oui, pardon, excuse-moi pour le oui. Voilà. Donc je disais, le fait que ça soit dans une setbox, que ça soit en format Flatpak ou en format Snap, il y a quelques années, ça posait des problèmes par rapport à l'accès à certaines ressources du système et même à certaines couches matérielles. Et donc ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, sur le Snap, je sais pas, je ne l'ai pas testé, mais aujourd'hui, quand on l'installe en format paquet système ou en format Flatpak, il n'y a quasiment pas de différence. Ok. Après, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Je sais que Firefox est distribué en Snap. Alors, je sais pas si c'est Firefox qui fait le Snap ou pas, mais en tout cas, ils ont beaucoup de retours sur des dysfonctionnements qui est constaté dans Firefox. Et aujourd'hui, Firefox ne veut plus être distribué en Snap et veut retourner à une distribution paquet. À l'inverse, tout à l'heure, on a parlé d'Audacity, par exemple. Eux, ils ont fait le choix de générer une app image, donc encore une autre alternative à Flatpak et Snap, qui fait à peu près grosso modo la même chose, mais eux, voilà, ils préfèrent compiler une app image qui teste sous Ubuntu, et c'est ça leur canal de distribution principal. Ils ne veulent pas être dépendant des paquets, et ils ne veulent pas être dépendant de Snap ou de Flatpak. Mais par contre, on retrouve Audacity aussi bien au format Snap et au format Flatpak et au format paquet natif. Par contre, ça, c'est à chaque fois soit la communauté pour le Flatpak qui a décidé de faire le Flatpak, soit Canonical qui a décidé de proposer un paquet Snap sous Ubuntu, ou sous Debian, c'est la communauté Debian qui a décidé de packager le paquet pour le mettre sur ses dépôts. Ouais, il y a encore pas mal de choses à dire sur Flatpak, Snap, AppImage, les paquets, RPM, DNF, etc. C'est vrai qu'il y a deux cultures qui s'affrontent. Les paquets ne répondaient pas à cette problématique de cohabitation de bibliothèques avec des différences de versions. Snap et Flatpak et AppImage ont essayé de répondre à cette problématique. Les développeurs souffraient énormément parce qu'ils n'allaient pas tester leur application sur les 650 distributions avec toutes les distributions LTS. Enfin, c'était juste
juste pas possible. Il va falloir se calmer au bout d'un moment. Donc je sais pas où on va. La panacée n'est pas forcément Flatpak, Snap ou AppImage, mais peut-être que les paquets devraient peut-être évoluer. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise de plus en plus de Flatpak. Parce que C'est vrai, plus avec simple. cette possibilité de sandboxer qui est très appréciable. Et surtout que derrière, avec Wayland, avec Pathwire et tout ça, c'est des nouvelles technologies qui sont bien plus compatibles que les anciennes avec ces nouveaux formats de paquets. C'est vrai. Ça va un peu de pair. Ok, je pense qu'on fera une partie numéro 2 de Flatpak contre Snap. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le répondeur de Steve. Ouais, je ferai un super plaisir de vous répondre. Ouais. Et pour joindre On Steve, l'aidera. c'est ça, on l'aidera, il n'y a pas de problème. Pour joindre Steve ou nous joindre ou tchatcher avec nous dans le salon Matrix, vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. C'est vrai qu'on en fait moins de la promo en ce moment du salon. Mais non, viendez, on échange, ça nous arrive, on est même actifs, nous, les présentateurs, la team Librement Linux, on est également présents. Voilà, ça nous arrive, des fois on se réveille, on dit, ah oui, en fait on est là. Voilà. C'est vrai, on a un salon, merde, faut que j'y aille. Non, mais par exemple, cet après-midi, j'ai discuté, je crois, avec Zos de mémoire. Je fais ça vraiment de mémoire, justement sur une configuration PCI, il se posait des questions. A priori, je l'ai rassuré parce que les réponses correspondaient un peu à ce qu'il attendait. Donc, très bien, on est en Comme phase. quoi, on raconte pas que des bêtises. Donc c'est bien. C'est ça. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous remercie Steve et ça y est, le Tux masqué. J'en perds mes moyens. Je suis déjà en train de... Ouais, bon, bref, c'est pas grave. On se dit au week-end prochain, dimanche prochain, Ouais. on se refait un numéro. Ouais. Oui, j'ai pas oui, piscine, donc ça va. Oui. Ça va aller, aquaponie non plus. Tout va bien. En tout cas, merci donc pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Et comme dirait notre ami PPDA dans les Guignols de l'info, Voilà, cette fois, vous pouvez vraiment éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Oui, mais les activités normales, c'était mieux avant. Ouais, mais il y a encore un autre truc qui était franchement mieux avant. Enfin, maintenant, moi, je me rappelle le dimanche après-midi, t'avais Rick Hunter, t'avais plein de trucs, Dimanche Martin, l'école des fans. Franchement, à part... ouais, mais hein. il y a des morts. Il y a eu des morts entre temps. Ah oui, ils sont morts. Ah, Il y en a putain. certains, ouais. Il y en a certains, ouais. Maggie, Martin, enfin voilà. Ah ouais, ils sont morts et on m'a pas prévenu. Merde, putain. Bon, en tout cas, c'est tout comme. Librement Linux, c'est au-delà de Windows.